Avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en me confiant le portefeuille ministériel des sports et des loisirs. Vous savez, toute société contemporaine a une histoire et chaque domaine d'activité a la sienne. Ainsi, en est-il du sport togolais qui s'est progressivement construit avec des moments de gloire, mais aussi des moments de difficulté, et ce, depuis les années des indépendances et même bien avant, jusqu'à nos jours. Que ce soit au football, en boxe, en handball, en basketball, en volleyball, en athlétisme ou dans d'autres disciplines, le sport togolais a fait du chemin. Et c'est grâce à de nombreux Togolais et Togolaises qui se sont investis pour promouvoir les différentes disciplines en représentant le Togo et en défendant dignement les couleurs nationales à des compétitions internationales. Dans plusieurs disciplines, des noms sont cités, ça et là, sans que l'on ait des manuscrits officiels documentés, pouvant permettre à la génération présente et à celle à venir de pouvoir revisiter la mémoire du sport togolais à travers ses faits marquants et ses grands hommes. Chaque époque a son histoire et la transmission orale de génération en génération n'a jamais été une garantie. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, dit-on. C'est donc pour résoudre cette difficulté majeure que j'ai pensé qu'il était important d'interroger les plus anciens et les rares écrits dans le domaine afin de procéder progressivement à une sorte de reconstitution de la mémoire des sports du Togo. Ceci permettra de disposer d'un début d'archives crédibles réhabilitant les grands moments et les grandes figures marquantes du sport togolais. Bref, chers concitoyens, il s'agit d'une part de rendre hommage et mettre en lumière les grands hommes et grandes dames qui ont marqué l'histoire du sport togolais dans son ensemble et d'autre part de rappeler à la mémoire collective ces grands noms ainsi que les grands moments qui ont jalonné et façonné les sports au Togo. Je voudrais remercier toutes les personnalités et tous les anciens qui ont accepté volontiers d'apporter leur part de vérité et d'information pour la réalisation de ce travail de mémoire. Je pense surtout à l'ancien ministre des Sports, mon très cher frère Horacio Freitas, aux généraux Nyonfam et Nabédé, au doyen Togui Akoussa, à M. Agopome, Charles Panou, aux responsables de fédérations, aux journalistes, aux photographes et tous les acteurs qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce travail. Ce travail a révélé un véritable problème de conservation des archives sportives par les acteurs du domaine. C'est pourquoi ce premier tome, qui a mis l'emphase sur 11 disciplines, doit continuer. Non seulement pour aborder les autres disciplines, mais aussi consolider les informations déjà consignées. Dans cette optique, chers sportifs, je voudrais lancer un appel à toutes les fédérations nationales sportives à prendre dès maintenant toutes les dispositions nécessaires pour archiver et documenter toutes leurs activités. Je les invite également à retracer le passé de leurs différentes disciplines afin de permettre aux générations futures d'avoir des repères. Ensemble, chers sportifs, faisons en sorte à ne ni effacer ni perdre aucune page de l'histoire des sports du Togo. Nous le devons aux générations futures qui trouveront forcément, et j'en suis convaincue,
une source d'inspiration et des réponses à leurs questionnements. Merci. Raconter l'histoire du sport togolais, c'est comme reconstituer un puzzle dont certaines pièces ont été égarées par le temps. Des archives introuvables, des témoignages rares, mais surtout des femmes et des hommes qui ont accepté de nous transmettre leurs souvenirs, leur parcours, leur vérité. Cette vidéo est née de leur voix, celle de 21 témoins, anciens ministres, champions, journalistes, pionniers, entraîneurs, passionnés, tous réunis par une même volonté, ne pas laisser l'oubli recouvrir nos exploits. Car le sport au Togo ne commence pas par les projecteurs, il commence sur les terrains poussiéreux, dans les écoles, les casernes, les coins de rue. Il commence avec les pionniers qui y ont cru dès le début. Voici un hommage, un élan, le début d'un travail de mémoire que nous espérons continuer, étoffer et transmettre. Bienvenue dans la mémoire des sports du Togo. Le sport togolais est riche de plusieurs disciplines et il est impossible de parler de sport au Togo sans évoquer d'abord le football. Une passion, presque une religion. Des matchs mythiques, des campagnes africaines historiques et de grands événements ont marqué cette discipline. En 1972, pour la première fois, le Togo s'invite à la grande messe du football africain. Une génération de joueurs entrera dans la légende. Vraiment, c'était la première qualification du Togo pour une première CAN au Cameroun. Je n'étais pas Lomé puisque j'étais déjà étudiant en France, mais j'ai appris notre qualification par les médias. Ce que je retiens, c'est grâce à Feu Benoît Niamé Messan, qui fut un grand journaliste sportif, c'était le reporter sur cet événement à Accra, puisque le Togo a battu le Ghana à Accra pour se qualifier à ces Jeux. Alors que si le Ghana gagnait ce match, le Ghana était qualifié. Donc, et au dernier moment, on a sifflé un penalty que Tommy Sylvestre a arrêté. Et cela a permis au Togo de se qualifier pour cette CAN. Et c'est Aïtegan qui a marqué le seul but qui a qualifié le Togo. C'était un exploit parce qu'auparavant, c'est le football ghanéen qui dominait dans la région. Éliminer le Ghana, c'était un exploit. Et nous étions partis à Yaoundé. Et l'exploit, c'est qu'on a fait match nul 3-3 contre le Mali. Et le Mali était l'ogre de football africain. Donc on a fait participer à cette CAN. Ce que je retiens, c'est qu'on avait 10 ans, on était à l'école primaire et la population togolaise s'était déplacée le lendemain de ce jour-là, lundi, pour aller accueillir l'équipe nationale qui revenait en bus. Et c'était donc une partie de l'ambiance. L'autre chose qui m'a également marqué quand j'échange avec les amis actuellement, je me souviens que cette finale, enfin pas cette finale, ce match avait eu lieu la veille du bac 2 au Togo. Et dans l'équipe togolaise, je crois qu'il y avait un joueur qui devait passer le bac 2. À cause de lui, le bac 2, le chef de l'État a accepté de reporter de quelques jours ce bac 2-là pour qu'il puisse jouer et rentrer au pays. C'est ce qui a été fait et il a composé 2 jours après et il a été même admis d'emblée. Donc ça m'a marqué. Ce sont des gestes qui à l'époque encourageaient les sportifs puisqu'ils se sentaient investis d'une mission. Si à cause de toi, on reporte tout un examen national, mon cher, tu as intérêt à ramener la victoire. Encore aujourd'hui, cette équipe de 1972 est souvent considérée comme la meilleure que le Togo ait jamais connue. Une génération dorée, à la fois redoutée et respectée, qui a marqué à jamais l'histoire du football national. Oui, parce que c'est en ce moment où il y avait au sein de cette sélection les grands joueurs comme Kaolo. Kaolo était naturellement le joueur le meilleur joueur du Togo. On avait également le meilleur gardien de but, Tommy Sylvestre. Et il y avait une cohésion totale entre les joueurs, selon ce que nous avons appris, bien entendu. Meilleure équipe, peut-être parce que, elle était soudée. C'est une équipe très soudée. Ils n'étaient pas tous les meilleurs joueurs du continent, mais il y avait une cohésion quand même. Cette cohésion faisait qu'ils pouvaient déplacer même une montagne. Je crois que c'est ça qui a fait qu'on a dit, la meilleure équipe du Togo, c'est celle de 72. Mais
Malheureusement, c'est à cette année 112 que le meilleur joueur togolais est également décédé. Ça a décimé donc l'équipe. C'est fini. Durant les décennies suivantes, malgré les défis, les générations se sont succédées, les clubs ont mûri, les talents se sont révélés, jusqu'à ce qu'un rêve longtemps inaccessible devienne réalité. En 2006, le Togo s'envole pour sa toute première Coupe du Monde. Une page inédite s'écrivait et c'est tout un pays qui retenait son souffle. La deuxième période qui a vraiment marqué les esprits des Togolais, c'est en 2006 où on était qualifié pour la Coupe du Monde en Allemagne, avec notre équipe qui est devenue une équipe internationale, et qui aujourd'hui qui donne une fierté, qui fait la fierté des Togolais aujourd'hui, que nous avons tous gardé en mémoire. C'est avec la participation de Cheikh Adebayor, Kader Koubadia. Vous savez qu'on ne peut pas oublier ces gars-là, avec notre gardien Agassa et d'autres que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, je peux dire que c'est les moments qui ont marqué vraiment l'événement du football. C'est Stéphane Keshi qui m'a appelé. Il me dit, lui, il ne m'appelle pas Kader, il ne m'appelle pas Koubadia. Lui, il m'appelle Abdel. Il dit, Abdel, tu es où? J'ai dit, je suis en Suisse, coach. Tu veux jouer la Coupe du Monde? Il me dit, coach, vous racontez quoi là? Vous êtes qualifié? Il dit, non, viens, on va jouer les éliminatoires, mais on va être qualifié. On a eu une bonne équipe. Ouais, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que on était un peu parti en dents de scie. Et après, on s'est dit, si c'est une qualification couplée, c'est-à-dire tu t'es qualifié pour la CAN, si tu es premier, tu es automatiquement tu es qualifié pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'avec cette qualification pour la CAN 2006 en Égypte, on était premier du groupe. Du coup, on est passé à la Coupe du Monde. Non, nous, on savait que le dernier match serait décisif pour nous parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Même avec un match nul, on passait parce qu'on avait déjà l'avantage sur le Sénégal et tout. Du coup, on s'était dit que ce match, on ne pouvait pas la lâcher. On ne pouvait pas la lâcher dans le sens où le Sénégal aussi, de l'autre côté, jouait le Mali, mais ils ont encore de l'œil sur notre match parce qu'ils voulaient que les Congolais nous gagnent pour qu'eux ils puissent se qualifier. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. On a été mené 2 fois, comme je viens de le dire, mais on a su surpasser pour pouvoir gagner ce match. Pour nous, on cherchait la 3e place parce que quand on a vu notre groupe, pour pouvoir jouer la CAN. Mais après notre match contre le Sénégal à Lomé, l'équipe du Sénégal, c'est l'équipe qui a gagné la France en 2004, je pense, en Coupe du Monde. Donc on s'est dit, les gars, si on a battu le Sénégal, ça veut dire qu'on peut aller loin. Et donc, ensemble, avec à l'époque l'entraîneur Stéphane Keshi, et je mettrai aussi beaucoup d'accent sur les membres de la fédération qui ont beaucoup contribué. Je crois qu'à partir de là, ça a été vraiment un moment de joie pour nous, surtout pour tout le peuple togolais, parce que ça faisait plaisir de faire sourire les gens. Et ça, c'est un moment qu'on ne peut jamais oublier. Il y a certains ressentis que tu ne peux pas définir. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Si je veux définir, si je veux vous dire ce qu'on a ressenti, je vais vider la substance de ce mot, joie. Il faut vivre pour comprendre. Franchement. Il faut le vivre pour comprendre. Je me souviens surtout de la qualification. D'abord, le jour où le Togo était qualifié, c'était à Brazzaville. Nous étions fous. On était fous de joie parce que c'était une première pour le Togo d'aller à un mondial. Mais les supporters étaient tellement fous. Il y en avait qui étaient même à poil, avec des pancartes du genre Adebayor président. Et je me souviens de ça. Ils sont passés devant chez moi et en masse, ils étaient contents, ils chantaient. Ils se dirigeaient vers la présidence de la République, vers le domicile du chef de l'État pour aller le saluer et le féliciter. Heureusement, ils ont été arrêtés au niveau de la colonne de la paix. C'était la folie pour cette qualification du Togo à la Coupe du Monde en 2006. Maintenant, le jeu lui-même en Allemagne, je me souviens donc du match nul contre la Corée du Sud. Ce match nul nous avait donné beaucoup d'espoir. On s'est dit, on a une bonne équipe, mais la France, malheureusement, nous a battus après et on n'a pas pu continuer cette compétition. Mais je voudrais rendre hommage à Stéphane Keshi, qui fut l'entraîneur
des éperviers à l'époque. Et pour moi, c'est un des plus grands entraîneurs africains. Une autre page, longtemps restée dans l'ombre, s'est lentement écrite, celle des femmes. Elles ont rêvé, persévéré, et un jour, elles l'ont fait. Pour la première fois, en 2022, les éperviers dames ont hissé haut les couleurs du Togo sur la plus grande scène africaine. La victoire le 23 février au Gabon, ce n'était pas évident qu'on gagne le Gabon au Gabon. Vu le processus, tout ce qu'on a eu, les attaques de partout, ça a été aussi un match difficile. Mais au soir du 23 février, quand on a fini le match, je me dis que ça a été, pour le moment, le meilleur souvenir que je peux arriver. Puisque c'est là où j'ai pu écrire l'histoire de qualification pour la première fois. Donc, j'ai dit qu'il y a une histoire qui commence avec le Togo et avec la sélection féminine. Au cœur de ces moments inoubliables que porte le football togolais, ce sont des noms, des visages, des parcours qui ont écrit l'histoire, des joueurs et dirigeants devenus des symboles, des figures dont l'impact dépasse les stades. Comme dirigeant, je voudrais citer en premier M. Godfrey Dekwe. C'est le monsieur sport du Togo, c'est ce qu'on dit de lui. C'est lui qui a créé la Fédération togolaise de football et c'est lui qui a été le tout premier président de cette fédération. C'est également lui qui a créé le comité national olympique du Togo, dont il a été également président, tout en étant instructeur FIFA-CAF. Il a été aussi le directeur général de Radio Lomé à l'époque. Après lui, on ne peut pas parler de sport togolais sans évoquer le nom de Dr Antoine Matia, pharmacien de son état, qui est le seul membre à vie du comité international olympique. Et c'est lui que j'avais prié en 1992 de présider les travaux des États généraux du sport togolais quand je dirigeais le ministère des Sports. Les généraux Nofam, Memen et le colonel Roch Gnassingbé ont aussi marqué l'histoire du sport togolais en étant président de la Fédération de football. On ne peut pas oublier quelqu'un que beaucoup de gens ne connaissent pas, M. Rodolphe Jaza. C'est un Libano-togolais qui a beaucoup aidé le football togolais. Il a été le premier à créer un centre de formation. Alors, comme entraîneur, Oscar Anthony et Charles Ayivi sont reconnus comme les meilleurs entraîneurs de football de tous les temps pour le Togo. Maintenant, pour les joueurs, Edmond Apeti, dit Kaolo, c'est lui qui a été surnommé le génie du football togolais. Après lui, on peut citer Chéhi, Emmanuel Adebayor, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Nous pouvons également ajouter à ces stars du football Kader Koubadia, parce que c'est lui qui est le seul Togolais qui a marqué un but en Coupe du Monde de football. On entendait des noms et le Togo avait participé à sa première CAN en 1972 avec une génération dorée composée de capitaine Mebounou Kpade, qu'on appelle souvent capitaine Kpade, l'emblématique capitaine de l'étoile filante et de l'équipe nationale. Il y avait eu des joueurs comme Arnold Fiati, il y avait des grands noms comme Ressort, Tommy Sylvestre, comme Kaolo, que vous avez souvent entendu parler. Il y avait eu de très grands noms de cette génération-là, sans oublier leurs deux grands noms, Charles Ayivi et Oscar Anthony, que tout le monde connaît, qui était l'entraîneur emblématique de l'étoile filante et de l'équipe nationale. Et après a suivi une génération de 78 avec les Adama Lobo et tout ça. Et après cette génération, il y a aussi une génération des années 80-84 qui a amené le Togo à sa deuxième CAN en Côte d'Ivoire en 84, avec les générations où il y a Denke Oiseau, Mawena Kodjovi, Akula Sitao, et Foué Vincent, Aménizi. Il y a de très grands noms dans le football togolais que
les gens ont entendu parler, d'autres n'ont pas entendu parler. Il y avait un certain Sounouma Oli, l'homme qui nous avait fait qualifier pour cette CAN, en marquant ce but historique de la tête contre l'Éthiopie. Sur un coup de tête magistral, ça a été extraordinaire. Et tout le Togo était vraiment lié à ce moment-là. Je me rappelle, j'étais très jeune, mais j'ai suivi. Et on était parti à la CAN où on était dans un groupe très relevé avec la Côte d'Ivoire, l'Égypte et je pense le Nigeria. Et c'est le Nigeria qui avait gagné cette CAN. Togo et la Côte d'Ivoire étaient sortis au premier tour. Malgré que notre premier match, c'était contre la Côte d'Ivoire, on avait pris 3-0. Bon, il y avait cette génération dorée aussi. Après a suivi la génération 86-87 avec la Coupe du Monde, première Coupe du Monde du Togo. Peut-être que les gens, beaucoup ignorent, c'était en 87, où le Togo a joué sa première Coupe du Monde avec les juniors, qu'on appelle aujourd'hui communément les U20, avec les Salou Bachirou, Kegbalo Kodjovi, Hope Kossi, Soumou Vincent. Il y avait des gens qui ont fait quelque chose d'important à Mouzoupakba. Et cette génération aussi a fait quelque chose d'important avec l'entraîneur allemand Renner, qui accompagne cette équipe. Et il y avait de très jeunes joueurs qui ont été détectés en ce moment dans les établissements scolaires. Ce Jetoko Centre, Solidarité, Béplage. Je me rappelle que Rob Kossi a été détecté et récupéré sur un match amical à Thiévier où il y avait un championnat scolaire. Il a intégré l'équipe nationale directement. À Fouati, pareil, avec lycée moderne de Sokodé. Eux aussi faisaient partie de cette génération. Il y avait eu beaucoup de joueurs qui ont participé à cette épopée-là. Et après a suivi la génération 90, autres avec les Takpara Ratei et autres qui ont amené un peu vers notre génération glorieuse de 2006 et avec ce que vous connaissez, la Coupe du Monde, couplée de cette CAN Égypte 2006, avec notre légende aussi connue, Emmanuel Cheya Adebayor. Cette génération est maîtrisée aujourd'hui par le public sportif togolais. Par contre, les générations d'avant, pas forcément. Voilà un peu en football ce qu'on peut dire. On ne peut pas citer tous les noms, évidemment, il y a tellement. Si je veux parler de ceux que j'ai vus, que j'ai peut-être pas forcément connus, mais que j'ai vu jouer, je dirais Salou Bachirou, je dirais Fiao, Kofi Fiao, paix à son âme, je dirais Salou Tadjou, je dirais Akbalo Niavor. Et Akbalo Niavor. Je mettrais aussi Wadja Lantam dedans. Et bon, aujourd'hui, c'est Adebayor. Ce que nous, on a commencé, lui, il a eu l'opportunité, la chance et l'abnégation nécessaire pour vraiment aller au-delà de ce que nous, on a fait. C'est ce qu'on peut souhaiter à un petit frère. Adebayor, je dirais que c'est une légende. Je l'ai connu tout petit. J'ai appris à arbitrer avec Adebayor. Oui, au centre d'Akoussa, quand moi j'étais arbitre déjà, élève arbitre, lui aussi jouait tout petit. Il était avec un de mes neveux, là, son dodo. Et à chaque fois quand j'arbitrais, eux, ils avaient toujours un pénalty. Ils avaient toujours un pénalty. C'est quelqu'un qui était beaucoup flexible. Donc, depuis son enfance, je l'appréciais. Donc, il vient de raccrocher les crampons. Je lui jette des fleurs pour le travail qu'il a fait pour le Togo, pour avoir fait connaître le Togo au plan mondial. Et parmi les figures de l'encadrement, certaines femmes ont brisé les lignes. Arbitres, coachs, formatrices, elles ont tenu le sifflet et le tableau tactique avec autorité et passion. En 2009, je pense,
j'ai passé il y avait un concours de recrutement pour l'INJS et c'est comme ça que je suis arrivé à l'INJS. À mon arrivée, en 2010, le directeur, en voyant mes parcours, tout ce que je faisais, m'a confié l'équipe de l'INJS pour le championnat universitaire. Et j'ai pu gagner le championnat universitaire. Et c'est ça qui m'a vraiment relancé parce que depuis que l'INJS a été créé, l'INJS n'a jamais remporté le championnat universitaire. Et c'est en 2010, avec Kai Tomiti, que l'INJS a gagné le championnat universitaire pour la première fois. Et c'est là où mes doyens, Abrao, Mawena, Père à son âme, Abalotou, tous les doyens qui étaient dans l'environnement du football, et Akoussa, tout, sont venus vers moi. Ils disent, on voit en toi un avenir. Donc viens dans notre association des entraîneurs pour qu'on puisse t'encadrer. Et j'ai eu la place dans cette association. J'allais de terrain en terrain pour pouvoir suivre les entraînements des doyens, pour me forger, au fait, pour me mouler dans l'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai construit mon savoir-faire et savoir-être dans le domaine d'entraîneur. Je dirais qu'au Togo, l'arbitrage qui fait honneur à notre pays, c'est l'arbitrage féminin. Si chez les hommes, c'est en dents de scie, par contre, les femmes émergent et font connaître le nom du Togo au plan africain et mondial. Je peux citer par exemple les dames Djodope Ayaramana, l'actuelle membre du bureau exécutif, du comité exécutif de la FTF, qui a à son actif 5 Coupes du Monde, toutes catégories confondues, sans compter les CAN et les Jeux Olympiques, bien sûr. Il y a Dame Ameji Aïsata, épouse Azaleko, qui a à son actif 3 Coupes du Monde avec des CAN. Dame Abouyi Khonam Touré, qui a fait une Coupe du Monde avec des CAN. Et nous avons actuellement notre jeune sœur, Ahmed Dame Vicencia, qui a déjà à son actif 3 Coupes du Monde, plusieurs CAN et plusieurs Champions League, et qui continue par nous donner du plaisir. Des athlètes ont couru, sauté, lancé, portés par une seule ambition, faire briller le Togo à travers leur discipline, l'athlétisme. Des hommes et des femmes ont écrit et continuent d'écrire les pages d'une discipline exigeante. Les Français qui sont arrivés ici au Togo ont introduit l'athlétisme d'abord dans les écoles, comme Togoville, c'était un collège d'enseignement. À Togoville, il y avait des frères catholiques là-bas qui ont introduit l'athlétisme. Ensuite, à Chaminade et à Kara, où il y avait également des frères qui ont introduit le sport, l'athlétisme et le basket surtout. Et puis plus tard, il y a eu un inspecteur mythique, le général Nabédé vous en parlera, il s'appelle Monsieur Chemin, qui a introduit dans les écoles, même au niveau primaire déjà, ce qu'on appelait le brevet sportif. Au fait, quand j'y pense ces années, c'était une espèce de détection des talents et qui permettait ce programme permettait de mesurer les aptitudes physiques des jeunes enfants à cet âge-là. Et quand tu avais le brevet sportif, c'est sûr qu'on pouvait développer tes talents pour que tu deviennes un très grand sportif plus tard. Or, le général Nabédé, dans les années 57, déjà avait eu ce brevet sportif-là. Et puis, il y en a eu d'autres qui ont excellé. Il y a l'un des tout premiers directeurs des sports que le Togo a eu, et à son âme, M. Arianor Kwasi, il s'appelait, qui est passé par ce biais aussi. Il a été après un grand lanceur de poids. En termes de dirigeants, la fédération a été dirigée le tout premier par le président Olympio, il s'appelait, et il était lui-même un athlète parce que je l'ai vu courir sur les pistes du lycée de Tokoin ou du stade municipal. Et après lui, le général Nabédé est arrivé. Il a fait un long moment. Ensuite, il y a eu un certain monsieur Adjioda Ornou, qui était conseiller technique du ministre Volé, qui a dirigé la fédération aussi pendant un certain nombre d'années. Et le général Nabédé est revenu après. Et il a mis très longtemps. Et moi, je dois le considérer comme le père de l'athlétisme togolais. C'est lui qui a formé tout ça là. Le général
Poutoyi Nabede a été longtemps un excellent président de la Fédération togolaise d'athlétisme. C'était mon concurrent au saut en longueur dans notre jeunesse. Je vais commencer par citer le nom d'un champion de ma génération, Roger Kani, qui fut recordman du Togo du 800 mètres et du 1500 mètres et qui avait réalisé les minima pour pouvoir participer aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Sa fille, Sandrine Thiébaut Kani, est une athlète de haut niveau dont le parcours a débuté sous les couleurs françaises avant de se prolonger depuis 2001 sous les couleurs togolaises. Elle a participé aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et de Pékin en 2008 pour le Togo. Le sauteur en hauteur et de triple saut, Martin Adouna, est actuellement le président de l'Association des Olympiens du Togo. Alors, aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, j'avais demandé à des athlètes de constituer une équipe de relais de 4 x 100 mètres. Et c'était donc Calix Arolou, Menelik Lawson, Franck Agbenigan et Casimir Akoto. Et bien, cette équipe est allée jusqu'à demi-finale à Barcelone en 1992, battue seulement par le Nigeria. Et le Nigeria finira médaille d'argent en finale. Donc le Togo a raté de peu une médaille à ces Jeux de Barcelone. Donc je vous ai parlé après le général Nabede, il y a eu bien sûr le professeur Assima Bacha, un grand ami qui m'a beaucoup épaulé quand je dirigeais le centre régional d'athlétisme de Lomé. Vous avez cité le nom de Madame Nana Blakime tout à l'heure, que j'ai vu en tant qu'athlète faire le 100 mètres, faire ce qu'on appelle l'heptathlon. Oui, à Addis Abeba 2008, je crois, j'étais là-bas. Je l'ai vue, elle est amie à ma petite sœur, mais c'est une grande athlète que je connaissais depuis. Ben, la première médaille, alors c'était en 2008 à Lyon, mais pas à la compétition où l'entraîneur que j'avais rencontré en Éthiopie m'avait invité. C'est-à-dire qu'il y avait 2 compétitions. Et il y avait les compétitions que pour les sauts, et dans la foulée, il y avait un meeting. Il y avait un meeting international où il y avait les Américaines, il y avait les Belges, les Néerlandaises, les Françaises. Et puis, à l'époque, il y avait Eunice Barber. Eunice Barber qui était une championne olympique du monde en heptathlon. Et je pense que c'était elle la première à sauter au-delà de 7 mètres en heptathlon. Donc, c'est un monument. C'est un monument. Je pense qu'elle est d'origine libérienne, mais elle courait pour la France à l'époque. Donc, c'était elle, l'invitée de grandes envergures de cette compétition-là. Donc, quand j'étais arrivée à Pierre-Bénite, à Lyon, je n'avais vraiment pas fait grand-chose. C'était tout nouveau pour moi, je venais d'arriver et tout. Donc, je me dis, oh, c'est pas grave, on va essayer de te mettre dans le meeting, alors que normalement, il faut avoir une performance donnée. Mais ils se sont arrangés pour que je puisse faire cette compétition-là. Et Dieu a fait que j'ai fait 2e. Derrière Eunice Barber, c'était un truc de waouh, parce que pourquoi on était les seuls noirs de la compétition-là? Le soir a fait que les autres étaient que des blanches, que ce soit les Américaines ou les Belges et autres, elles étaient toutes blanches. Et on était les 2. Bon, tout le monde se demandait, mais d'où elle vient celle-là? Et les journalistes m'ont dit, mais vous êtes d'où et tout? J'ai dit, mais je suis du Togo. Ils m'ont dit, c'est où? C'est quel continent? J'ai dit, ben non, c'est un pays. Donc ça a créé un peu un mouvement sur place. Et donc j'avais un peu les journalistes braqués un peu sur moi. Donc je pense que ça m'a aussi soulevée. Et j'ai fait juste 2e derrière Eunice Barber. Je crois que j'ai gagné 1 500 € à l'époque. Et je pense que c'était vraiment ma première médaille de ma carrière. Vraiment la première où j'ai vraiment bien savouré le truc. Il y a eu des bons coureurs de demi-fond et de fond. Et je citerai les frères Tidjani, le général Tidjani et son autre frère qui est médecin-colonel. Oh, je vous assure, ils dominaient le 1500 et le 5000. Et c'était beau de voir des frères jumeaux au 1er, 2e. Ah oui, on a eu ça à ce moment. Bon, je ne vous cite pas l'athlète du siècle, le ministre Frétassi Horace, qui était partout. Ah oui, parce qu'il a fait plusieurs disciplines en même temps où il a été au plus haut niveau. Il était le meilleur dans cette discipline-là. Quand vous voyez le ministre Horacio vous lancer le disque en athlétisme, vous demandez comment il fait. Il n'était pas le plus gros, le plus fort, parce qu'il était en concurrence avec un autre grand, OCI William, un grand officier de notre armée également. Je crois qu'il a atteint le rang de commandant ou colonel. C'était à son âme aussi. Mais je vous assure,
et il était très technique. Il lançait le disque, le javelot, il faisait le triple saut, il faisait la longueur, il faisait la hauteur. Ça, on ne me l'a pas raconté. Hein. Ce que je vous dis là, j'ai vu de visu. On était des petits garçons avec les petits caleçons là et on restait au lycée de Tocoin, dans les rigoles là, et on regardait ces grands champions se produire devant nous. Après les pistes d'athlétisme, place au terrain de handball. À travers cette discipline, des hommes et des femmes se sont inscrits en lettres combatives dans l'histoire du sport national. J'ai eu la chance d'avoir été parmi les pionniers du handball dans les années 64 et 65. Et les noms que nous pouvons retenir sont Cosme Kovi d'Almeida, Étienne Achiangbon, les frères Gabiam, Defanti et Romain Yamakou chez les garçons. Esther Dossé, Agui Aguia et Laure Adekambi chez les filles. L'actuel président de la fédération est M. Agba Tassa. Il y a également ceux qui ont amené le handball au Togo, notamment Lassé Sipili et puis Cosme d'Almeida, Adebayor d'Almeida, qui a amené ça du Bénin au Togo à l'époque. Et on peut citer également en handball Papa Vifonson, Feli Devo, père son âme, qui ont beaucoup donné aussi pour le handball togolais. Place au volleyball, une autre discipline collective qui a trouvé sa place dans l'histoire du sport togolais grâce à la passion des clubs, des entraîneurs et des générations de joueurs et joueuses. Avant d'aller sur les cités des noms, j'aimerais quand même dire que moi-même j'ai découvert le volleyball à 12 ans dans un village qui s'appelle Amoussoukopé, à l'école en classe de CM2, grâce à l'instituteur qui, un soir, a sorti un ballon blanc de volley, alors qu'on jouait uniquement au football. Et j'ai automatiquement aimé ce sport. Et au collège Saint-Pierre-et-Paul à Néron, et je me suis dirigé vers le volleyball à 4 ans. Et je suis venu à Lomé après mon PPC dans les années 67. En ce moment-là, l'Étoile filante s'entraînait à l'église Saint-Augustin, côté de Décon là-bas. Comme j'aimais bien ce sport, j'ai dit il faut que je trouve un club à motiver. Voilà. Et je suis parti. Voilà encore les vertus du sport. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai assisté à un entraînement. Je n'ai pas pratiqué. Mais quand les ballons venaient, je prenais les ballons et puis je les envoyais pour montrer que je connaissais un peu de ce sport-là. Après la séance suivante, je suis encore parti et puis j'ai demandé à un joueur comment on fait pour rentrer dans votre équipe. Il était tellement content. Il dit, mais est-ce que je sais jouer au volleyball? Non, je vais essayer. C'est comme ça qu'en 1966, les vacances 66, je suis rentré dans un club Étoile filante de volleyball. Il y avait quelques joueurs donc, qui jouaient avant moi et qui étaient plus âgés que moi et qui m'ont aussi aimé. Ils m'ont adopté en tant que petit frère. Et c'est ça qui m'a encouragé quand même à continuer en volleyball. Je peux citer le nom de Kanye Zoukon, qui était le capitaine de l'Étoile filante. Il était de courte taille, mais il était passeur, il se matchait, il faisait tout. Il y avait Achiangbon Étienne, il y avait Rumpoti, qui encore, il y avait les Jibida, Duc Esclin, Samuel. Donc voilà les noms là, que je peux citer rapidement en tant que mes devanciers en matière de volleyball. Le volleyball, on retrouve Lawson Body Frédéric, qui a été même smash d'or en France. Il jouait à Poitiers, père son âme, il n'est plus de ce monde. Il y a Panou Martin aussi, qui est toujours là, le doyen Panou. Il y a également quelqu'un, on ne le sait pas trop, mais Jean-Pierre Fabre, qui a également été un grand joueur de volleyball. Il venait de Togoville. Et il a intégré l'équipe nationale. Et la première Coupe d'Afrique des Nations, je crois qu'il était même le capitaine ou bien l'attaquant de pointe de l'équipe nationale du Togo. Il a laissé tomber le volleyball parce qu'il a pris un smash dans la figure, il a failli perdre un œil. Puis bon, il a laissé tomber si mes souvenirs sont bons. Il faut dire, en 1971, il y avait le deuxième championnat d'Afrique. On a passé les éliminatoires avec notre entraîneur de ce temps, Cyril Toquin. Et puis, c'était au Caire, en 1971, le deuxième championnat d'Afrique de volleyball. Donc, c'est avec la première équipe, la première génération d'une équipe nationale digne de ce nom.
Et puis, on avait également participé au troisième jeu africain à Lagos. C'était en 1973. Donc, toujours avec les noms et les petits frères que j'ai cités. Certains, peut-être, lorsqu'on n'était pas encore avec Martin Panou, et certains non. Donc, voilà, je peux dire les grandes compétitions auxquelles on a participé au cours de ma chose là. Je dois aussi citer les Jeux africains, les Jeux universitaires africains, les premiers Jeux universitaires africains, FESU Games, auxquels on a participé à Accra, à l'université de Legon. Là, on a remporté la médaille de bronze. Je crois qu'avec ma génération, c'est la seule médaille digne de ce nom qu'on a remportée au cours d'une compétition africaine en 1974 à Accra, précisément à l'université de Legon. Le basketball lui aussi a marqué son empreinte, d'abord dans les écoles, puis dans les clubs, et il a formé des générations entières entre fraternité, rivalité et fierté. Et je crois que le basketball togolais né à Moutivé, bizarrement, où il y avait un maître qu'on appelait le maître Paul Lawson, qui avait un groupe à qui il enseignait le basket. Et lui, il a trouvé ça où? Il a trouvé ça au camp de la gendarmerie, où les gendarmes pratiquaient déjà un peu et avaient déjà une équipe. Donc, il faisait un semblant d'entraîner les équipes dans son école à Moutivé là-bas. Et pour que ça puisse aller, il va tricher un peu ce qu'il se fait là-bas et vient l'enseigner à ces jeunes jusqu'à arriver à la première équipe qu'on appelle ASBA. Nous sommes à peu près dans les années 50. Nous sommes dans les années à peu près dans les années 50. Et de fil en aiguille, le groupe est devenu une équipe. On a formé une équipe et il se permettait de prendre les jeunes pour aller jouer à Togoville parce que là aussi, il y a les pères, les prêtres aussi qui avaient une équipe. Il y a une équipe là-bas et ils faisaient la navette Togoville-Lomé puisque c'est une école catholique. Donc, ils se côtoyaient, ils se visitaient. Et de là vont naître d'autres équipes. Et dans les années 50, je crois, il y a à peu près 8 équipes qui se sont formées tout de suite. Entre autres, il y a l'entente scolaire qui regroupait les élèves des différentes grandes écoles qu'il y avait avant. Ensuite, il y a l'essor, il y a ce qu'ils appellent le stade olympique togolais, il y a la Jeanne d'Arc, la Modèle déjà. Et toutes ces équipes-là se sont formées dans les années 50. Et vous comprenez qu'à partir de là, il y a des compétitions qui s'organisaient déjà. Et en 1960, il y a eu la Fédération togolaise de basketball qui a participé à la fondation les fédérations qui regroupaient les fédérations de basketball en Afrique. Ils étaient, je crois, 12 et le Togo faisait partie déjà de ces 12-là. En basketball, le Togo a participé à quelques rendez-vous internationaux, de nombreux, dans la sous-région, notamment les tournois de la solidarité qui existaient à l'époque, où le Togo participait régulièrement et se positionnait correctement, mais n'en a pas beaucoup gagné en basketball, je parle, mais il y a eu beaucoup de participation. Le fait marquant quand même du basketball, c'est l'Afro-Basket ou bien la CAN de 1977, où les dames ont gagné la médaille de bronze au Sénégal. Et elles sont revenues avec cette médaille de bronze-là et ça a fait la fierté du Togo. Il y a également le titre de meilleur marqueur en 1974 de notre compatriote Amouzou Pascal. Et ensuite, tout récemment, il y a quand même la sélection nationale de 3 contre 3 qui a eu la médaille de bronze au Nigeria, d'abord au premier tournoi de tri-on-tri organisé en Afrique en 2015. Ensuite, cette même sélection a été médaillée de bronze à la CAN de cette compétition organisée en 2018 au Togo, avant d'être médaillée d'argent au premier jeu de salle au Cap-Vert. Ils ont été battus par le Mali après avoir éliminé des ténors de cette compétition-là, comme le Mali, le Nigeria.
Donc, pour le basketball, c'est ça. Maintenant, au niveau des clubs, il y a eu quand même la participation de Swallows en club champion. Il y a eu la participation également de CBS, également des équipes comme Asfosa, à mon époque, au Mali. Hein, on a participé à... Il y avait également l'Étoile filante. Mais à chaque fois, on a été éliminé soit par les Maliens, soit par des Ivoiriens. L'Étoile filante, c'était contre l'Africa Sport ou la SEC, je ne me souviens plus, dans les années 77-78. Le président Yadema avait dit qu'on ne peut pas danser et s'apprécier. Alors, quand on parle de basketball, je danse et je m'apprécie parce que j'estime que je suis le meilleur de tous les temps. On m'appelle le Michael Jordan togolais. Là, je ne suis plus modeste parce que trop de modestie tue la modestie. Maintenant, parce qu'à moins de 18 ans, la France avait offert un stage d'entraîneur et de perfectionnement aux meilleurs basketteurs de chaque pays africain francophone. Tenez-vous bien, en 1963. Donc, j'ai été celui-là qui était désigné par le Togo pour aller à ce stage. Bon, après moi, pour le basketball, on peut citer Séraphin Lawson, qu'on appelait Trina. Trina veut dire entraîneur en anglais. Hein. Et il a effectué le même stage que moi en 1964 à Paris. Après lui, on peut citer Nissa Mémé, qui a joué à Nice, en France. Apollo Cosmas Popoya, qui a joué, lui, à Rennes, en France. Et on peut citer Léon Koubé. Léon Koubé, c'est une référence aussi pour le basketball. On l'appelait l'homme aux bras roulés parce qu'il faisait des bras roulés pour shooter. Et Pascal Amouzou aussi, qui est l'actuel président des Barbus. Les Barbus, c'est l'association des anciens basketteurs du Togo, dont je fais partie. Parmi les dirigeants du basketball, il y en a un qui retient mon attention, mais qui était mon adversaire, qui était le président de la Modèle. C'est Eustache Wunjo. Donc, bon, paix à son âme, c'était un grand dirigeant. L'actuelle présidente de la fédération de basketball n'est autre que l'internationale Gina Adekambi. Nous nous tournons vers des eaux plus calmes, mais tout aussi exigeantes. Un autre décor, un autre rythme. Loin des bruits des tribunes, le canoë-kayak trace sa voie en silence. Et pourtant, c'est dans ce silence qu'est née l'une des plus belles pages du sport togolais. Eh bien, je vais citer en premier Benjamin Boukouti, parce que c'est à lui, pour nous, le meilleur, parce que c'est le seul qui a eu une médaille olympique pour le Togo. Là, je crois qu'il y a... Je sais pas si j'ai déjà vécu des moments... Enfin, ça fait partie des moments les plus forts de ma vie, tout simplement. Quand on fait du... Enfin, moi, en tout cas, en vivant mon sport, je regardais à la télé, j'ai découvert les Jeux Olympiques avec Michael Johnson, Carl Lewis. C'était les Jeux Olympiques à Atlanta en 96. Donc, je me réveillais la nuit pour regarder les plus grands athlètes américains à la télé aux Jeux Olympiques. Après, j'ai vu des athlètes comme Tony Estanguet, le Français qui remportait ses premiers Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Et en fait, il est presque de ma génération. J'étais avec lui aux Jeux Olympiques à Athènes, ce qui était déjà pour moi juste complètement fou d'être dans cette compétition, d'avoir le soutien de ma mairie, des gens autour de moi, d'être là dans cette délégation togolaise qui était une découverte pour moi. Enfin, quand je fais une demi-finale, je reçois un téléx du président de la République de mon pays. C'était juste incroyable. C'est mon père qui me raconte, mais c'est déjà quelque chose de fort. Et là, je sais même pas si c'est vraiment en lien avec tout le travail accompli, parce que c'est une vraie aventure, en fait, de se préparer pour les Jeux Olympiques. Il y a une sorte de kiff, même si c'est dur. Mais là, de se dire que, waouh, c'est donc vrai. Moi, enfin, vous connaissez les images, mais voilà, moi, vu que je suis le dernier, vu que je suis leader de la demi-finale, quand moi je passe, nous, c'est en contre-la-montre. Donc quand je passe, vu que je suis le dernier, le classement que je vais voir affiché à mon arrivée, c'est mon classement final. Et quand je vois que je suis troisième, mais c'est juste, mais waouh! Donc bah là, j'explose de joie. Non, c'est trop bon. Je pense qu'il faut que vous sachiez que, au-delà de tout ce qui se passe, en fait, parce que du moment où je suis médaillé olympique, en fait, c'est une nouvelle machine qui s'emballe. Je me retrouve dans la zone mixte, tous les médias qui sont sur moi. Je me retrouve en conférence de presse. Je suis troisième. Normalement, le troisième, on ne s'intéresse pas. Là, il n'y a que à moi qu'on posait des questions. J'étais un peu la coqueluche, on m'a adoré. Après cette folle nuit de la médaille olympique, je suis rentré au village olympique. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait McDonald's encore dans le village olympique. Donc j'avais dû aller me prendre un hamburger. Et je me revois encore, je me pose et puis en fait, j'arrivais pas à manger. Je faisais que pleurer.
Et il y avait quelqu'un qui arrive en face de moi qui me dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis « Ah, je suis médaillé olympique. » Je pensais qu'il allait pas me croire, donc je sors ma médaille. Est-ce que c'est... Non, ça m'a touché, c'était tellement profond, hein, c'était fort. Dans l'histoire des sports du Togo, une autre forme de maîtrise s'impose, moins visible mais tout aussi profonde. Le karaté togolais s'est développé dans le silence des dojos, grâce à des grands maîtres portés par des valeurs de rigueur, de respect et d'équilibre. Bon, je crois que je n'ai même pas comment c'est arrivé puisque j'ai eu à le vivre pratiquement en direct. Et ça avait commencé avec l'arrivée d'un Togolais ayant résidé au Cameroun, du nom de Théophile Kokouvi Sebaya, et qui avait pratiqué au Cameroun et qui est rentré et qui a voulu initier un regroupement sportif qui basait à l'époque dans les années 66-68 dans l'enceinte de l'ancienne société CB-Vito. Donc c'était là qu'il a dû négocier un hall qui nous servait de lieu d'entraînement. Bon, il faut avouer qu'à l'époque, mon frère cadet et moi, on était les plus jeunes du groupe. On était les plus jeunes du groupe, sauf un qui nous suivait. Mais on était parmi les tout jeunes qui étaient parmi les adolescents de l'époque. C'était entre 66 et 68. Je parlerai particulièrement de mon doyen et maître Feu Adjeté Poti, qui également n'est plus de ce monde. Il est parti ceinture noire 7e dan. Il était militaire, il était major de FATS. Et je parlerai de mon grand frère aîné qui évolue en Allemagne, qui lui est ceinture noire 7e dan. Et il se prénomme Vincent Adama Logosuteko. Et bon, je parlerai de mon jeune frère également, Sébastien Logosuteko, que les gens connaissent beaucoup plus sous le nom de Seba, qui est ceinture noire 6e dan. Je prends d'abord les trois noms là parce que nous avions été les premiers à apparaître sur la scène de la compétition. Mon frère cadet et moi, on se disputait régulièrement la première place et la deuxième place au niveau des championnats au plan national. Bref, il y avait plein de noms. Mais, sauf que au décès du premier maître, vu la hiérarchie des grades, par exemple, je suis ceinture noire 8e dan. Je ne peux présider à des examens que jusqu'au grade de 8e dan. Et même pour présider au grade de 8e, normalement, il faut que je sois un collège de 7e et 8e. Donc le premier maître n'étant pas trop élevé en grade dans le temps, il y avait eu le retour d'un certain maître à Javon, qui est revenu de la France. Il était diplomate de formation et qui est revenu avec la ceinture noire 2e dan. Au temps du premier maître, comme lui n'était que ceinture noire 1er dan, ça voudrait dire que vous pratiquez, mais vous arrivez bloqué aux ceintures, à la limite des ceintures de couleur, puisqu'il n'y avait pas de structure officielle pour organiser les examens. Donc, pour l'occasion, il a fallu que les gens fassent des formalités pour aller faire les tout premiers examens à l'extérieur. Heureusement qu'un maître à Javon, qui était revenu de France, et surtout avec son titre de vice-champion de France et Lille dans les années 76. Donc, il a repris les choses en main et c'est lui qui a même permis l'organisation du karaté moderne que nous connaissons aujourd'hui. Au fil des années, la boxe togolaise a vu émerger des visages, des styles, des forces. Des noms que l'on n'oublie pas parce qu'ils ont marqué les rings et laissé une empreinte dans les mémoires. Voici ceux qui ont porté la boxe togolaise au-delà des cordes et du temps. La boxe, il y a deux noms qui me reviennent, c'est Boussou Aziza et puis Messang Palongo, qui ont marqué vraiment l'histoire de la boxe togolaise. On note à la fédération des gens de qualité comme Wilson Adjikoki et Michel Atomessan, docteur Michel Atomessan, et puis Kelani Bayor, qui ont été de bons président de la fédération de boxe. Maintenant, quand on parle de boxe au Togo, au niveau des combats, le premier Togolais que tout le monde reconnaît, c'est Balongo. Il s'appelait John Kodjo Mensah et son surnom était Balongo. Pourquoi Balongo? Parce qu'il y avait une danse à l'époque, Balongo, les gens se trémoussaient,
Et on dit que sur le ring, il dansait cette danse Balongo. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Balongo. Il était 4 fois champion d'Afrique et disons, finaliste du championnat du monde. Il était battu en championnat du monde. Et après lui, on peut citer Kalipé Di Bibi, Bossou Aziza, les frères Diolevi et Samou Balogou. Samou Balogou a été 2 fois champion du monde. Prince Lorenzo, qui a été champion du monde en 2016, c'est moi qui ai organisé son combat au Palais des Congrès de Lomé contre un Géorgien, Vardouachvili. On peut citer également Koko Dik comme grand boxeur du Togo et Saruna Fatiou qui, lors des 50 ans des Jeux africains de Brazzaville, avait gagné la médaille à Brazzaville. Mais c'est un jeune qui, aujourd'hui, fait du Zémidjan. Mais ce n'est pas grave. Le docteur Gilles Kpakpo est l'actuel président de la Fédération togolaise de boxe, qu'on appelle Feto Boxe. Sur les routes brûlantes du Togo, d'autres athlètes ont livré des batailles admirables. Le cyclisme, lui aussi, a ses héros. Nous pouvons avoir une pensée pieuse pour Francis Ducreux, le Français qui, pendant des années, avait organisé ce tour du Togo de cyclisme. Alors, nous avons eu des champions comme Adoteli, Semekono et Fiati. Et aux Jeux du Nigeria, les Africains du Nigeria, les Togolais ont frappé fort en remportant les 3 premières places. Mais malheureusement, je ne me souviens plus du tout de leur nom. Le champion de cette année, 2024, est Dedema Panawe. D'autres athlètes affûtaient leurs réflexes. À chaque rebond, une stratégie. Dans le silence et la précision, le tennis de table togolais a trouvé ses champions. Tennis de table, il y a évidemment l'incontournable Lawson Kaka, mais avant lui, on peut citer également les Pamal, Yaka Pamal qui jouait à la fois au tennis de table et au lawn tennis de la même manière que Lawson Kaka aussi. Et puis il y a Lassé Sipili et d'autres de la nouvelle génération qui ont également. Et puis il y a Odile d'Almeida qui a été championne d'Afrique junior en 1974 et vice-championne senior 2 ans plus tard en 1976 à Cotonou. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup fait parler du sport togolais sur le plan continental. Je ne vais pas parler seulement en termes de performance pour parler de ces grands hommes. Je vais aussi parler en termes de relations humaines, en termes de personnalité et de bénévolat des gens qui ont vraiment œuvré pour que le tennis de table soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, j'ai tantôt parlé de Pamal, qui a fondé la Fédération togolaise de tennis de table. Et puis, il y a un certain monsieur d'Almeida Francis, plus connu sous le nom de Plano. Alors, c'est un monsieur aussi, un volontaire, qui a fait l'armée française, qui est revenu au Togo peu après avec toute sa rigueur. Donc, il a fondé un club au foyer Pie XII de Lomé. Et de son club sont sortis de grands noms du tennis de table, comme Dalmeida Odile, qui a été championne d'Afrique junior, qui a eu la seule médaille d'or aux Jeux africains pour le Togo, en double mixte avec Ananou Dodi. Alors, monsieur Dalmeida, je disais tout à l'heure qu'il était rigoureux dans l'entraînement. C'est lui qui nous a par la suite pris sous sa coupe, non seulement au niveau de l'entraînement, mais au niveau de ce qu'il nous offrait après les entraînements. Après chaque entraînement, on était des jeunes, il nous amenait manger à son propre compte, il nous amenait prendre de la glace, tout ce qu'on peut donner à un jeune pour le satisfaire. C'est un monsieur que le tennis de table togolais n'oubliera jamais. Puis après, il y a d'autres gens, comme Lassé Sipili, celui-là qui m'avait amené au handball, et Tamaklo Georges, qui aussi était un cousin à moi et qui aussi m'avait beaucoup aidé dans le temps. J'ai aussi parlé d'un certain Blackson. C'était un joueur de mon club, mais qui m'encourageait énormément, qui m'incitait à travailler tout le temps. Il y a aussi les frères Simon de Fanti, Alberto et Philippe. Oui. Ce que je partageais avec Simon de Fanti et Alberto, c'est qu'on était tous les deux en équipe nationale de tennis de table et de handball.
Et à la Coupe d'Afrique des clubs champions, Abeto avait été élu meilleur joueur de l'Afrique en ce moment-là. Juste à côté, sur des terrains, une autre raquette racontait une histoire. Le tennis classique a lui aussi trouvé sa place, porté par quelques passionnés qui ont défendu ses couleurs avec élégance et détermination. Alors, pour les dirigeants, nous pouvons rendre hommage à Mathias Ajavon, Emmanuel Akoutan, Romain Tagba, mon ami, auquel a succédé l'actuel président Clément Ahialé. Aux premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965, le tennis togolais était représenté par Victor Messami Lawson, qui était mon professeur de PS au lycée, et par Tomiti, dont j'ai oublié le prénom. À mon retour au Togo, en 1987, j'ai connu Michel Adjiou, qui était le meilleur togolais, tandis que je m'entraînais avec Gérard Bédé, le numéro 2. Nous pouvons retenir les grands noms que furent Nicolas Ayebois, Louis Segbaya, Messan Afontolou, les frères Anyamba et les frères Akli. Et avec la jeune génération, nous pouvons retenir les frères Martial et Gérard Loglo. Quel que soit le sport, chaque athlète garde en lui un moment gravé, un souvenir, une émotion, un désir, une image qui ne s'efface jamais. Et parfois, il y a un éclat de rire, des petites histoires, des anecdotes qui donnent une âme au sport. Pour ce qui concerne le foot, moi, ça m'a ouvert des portes. Ça a fait que j'ai eu des choses que je ne sais pas si j'étais cordonnier ou coiffeur. Je ne sais pas si je pouvais avoir tout ça. Ça m'a donné une force aussi. Ça m'a appris les règles de la vie parce que dans le foot, il y a des règles à respecter. Dans la délégation olympique des Jeux olympiques de Pékin 2008, il y avait donc Benjamin Boukpeti en tant qu'athlète et il y avait le docteur Lydie Bessy à l'époque qui opérait en tant que médecin de la délégation. Aujourd'hui, à ce moment-là, ensemble, on a réalisé ce qui s'est fait de plus beau en termes de performance sportive aux Jeux olympiques pour le Togo. Aujourd'hui, à la charge de faire avancer le sport en tant que ministre, ce qui est loin d'être une tâche facile. Et moi, je prends du recul et j'arrive un peu en mission pour pouvoir aider justement l'action présidentielle d'abord, l'action gouvernementale forcément dans la continuité, et même l'action olympique à travers aussi les actions du Comité national olympique du Togo. Et je trouve ça incroyable finalement qu'on se retrouve là avec cette même passion et ce même désir de faire avancer le sport, mais maintenant à un autre rôle, à un autre niveau. Ça n'a rien à voir avec le sport, c'est avec la culture. Alors, j'étais parti à Pagoуда, aux fêtes traditionnelles. C'était Sinkaring et Yiling. Yiling, on se fouette. Et quand j'ai quitté Pagoуда, je suis allé voir le chef de l'État, le président Yedema Apia. Et puis, il me dit, tu viens d'où? Je dis, mais j'étais à Pagoуда pour la fête traditionnelle. Les gens se sont cravachés, se sont fouettés. Il a dit, bon, mais amenez-moi deux fouets. Donc, on avait les deux fouets. Il me donne un fouet, il me dit, ben, allez, fouettas, on y va tous les deux. Ouais, il a levé son bras comme pour aller me cravacher. Moi, j'ai fui. Moi, j'ai préféré, au lieu de dire que je vais continuer avec lui, j'ai fui. À chaque tournant de notre histoire, ils ont été les gardiens du progrès sportif au Togo. Hommes et femmes dont la passion, l'audace et la détermination ont érigé nos arènes et nourri nos rêves. Cette vidéo est l'occasion d'honorer nos anciens ministres des Sports et de célébrer l'héritage précieux qu'ils nous lèguent.
Il serait impossible de nommer chaque discipline, chaque club et chaque athlète, car le sport togolais est vaste. Il vit dans les stades et dans les rues, dans les salles de classe et dans les chœurs. Il s'écrit au présent, mais il appartient à l'histoire. Ce projet n'est pas une fin, c'est un début, un appel à documenter, à se souvenir et à transmettre, pour que les exploits d'hier inspirent ceux de demain, pour que le sport togolais continue de rayonner génération après génération. Et parce que la mémoire est un terrain qu'il ne faut jamais laisser en friche, nous semons ici les graines d'un héritage, pour que jamais ne s'effacent les traces de ceux qui ont tout donné pour le sport togolais.